Bonsoir à tous, c'est Nicolas Gugliotta pour la chaîne philosophique. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui, toujours dans la continuité de l'intelligence, de l'essai que j'ai rédigé il y a quelques temps. Là, je voulais parler de l'apprentissage, ou cognita en latin. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage? L'apprentissage se mesure dans la capacité avec laquelle on arrive à reformuler en action passive, c'est-à-dire visualiser les images de l'apprentissage, en action active, agir dans le sens de ce que l'on vient d'intégrer. Ce que l'on vient d'apprendre, ceci se passe par la voie de l'intellection, donc de l'intelligence. Ici, intellection ne veut pas dire intelligence, mais un degré d'entendement. Il n'est néanmoins ici péremptoire d'affirmer que l'apprentissage, mentionné plus haut, se résume à une seule représentation ou action. L'apprentissage, ou le cognita comme je l'ai mentionné, dans sa dimension de recherche philosophique, avec pour corollaire l'intelligence, tient et vise à établir des schèmes sur la rationalité de l'apprentissage. Il n'est pas de véritable, pour ma part, apprentissage qui ne soit apprécié par le sens que l'on donne et la réutilisation des savoirs dans la vie courante. Si l'apprentissage est inerte, c'est-à-dire inefficace, dépourvu de logique et d'intérêt pour l'apprenant, alors il n'engage aucune notion intelligible. En l'occurrence, si ce même effort d'apprentissage résulte sur des données reformulables intelligemment, alors il a toute sa légitimité. L'apprentissage peut se confondre avec l'éducation, mais elles sont toutes les deux différentes. Dans le sens où la première, c'est-à-dire l'éducation, a pour nécessité d'apprendre sur la vie, tandis que l'autre, plutôt l'éducation, la première c'est l'apprentissage. L'éducation sert à former des êtres selon une trame institutionnelle. On éduque pour vivre en société et on apprend pour vivre dans le monde. Apprendre, c'est appréhender le monde, une prophylaxie du savoir. Donc prophylaxie, pro c'est avant et phylaxie c'est protéger. Donc c'est-à-dire c'est une forme d'anticipation du savoir, visant à anticiper les règles du monde, puis un apprentissage visant à vivre à l'instant. L'apprentissage intègre donc la notion d'adaptation. S'ensuit une éternelle et infinie source de savoir et de connaissances. L'apprentissage se fait donc à l'aide d'un passeur, d'un maître du savoir, d'un pédagogue de la vie intellectuelle, et se fait seul lorsque l'individu est en mesure d'apprendre tout seul la mesure du monde et ses composantes. L'un ne va pas sans l'autre, si bien que le passeur du savoir et l'homme nomade dans sa vie intellectuelle font corps et s'alimentent donc d'un savoir sédentaire et d'un savoir nomade. L'apprentissage du monde tel que je le conçois est un pont entre une solitude, une ascèse intellectuelle et une communauté intellectuelle. La deuxième partie, donc je vais parler de curiosité ou curiositas parce que ça va pour moi avec l'apprentissage. La curiosité ou curiositas en latin amène à la connaissance. De plus, la connaissance assoiffe la curiosité. Plus on apprend, plus on est curieux et inversement. Il existe donc de fait un cycle vertueux de la curiosité. Être curieux, c'est avoir les sens ouverts à tout ce qui prête à la curiosité. Pourquoi un être est-il curieux? Il a ce besoin insatiable de voyager à travers les découvertes. Des découvertes, de s'adonner volontairement à de nouveaux horizons de la découverte, tel un explorateur qui navigue sur les flots inconnus pour découvrir l'inconcevable, l'incroyable. Voilà, ça me rappelle un petit peu le voyage épique raconté par Virgile dans les Énéides. Il n'est nullement besoin de voyager au sens propre du terme. Un voyage intérieur suffit par lui-même à égayer sa curiosité. La curiosité permet d'ouvrir son esprit de manière panoramique. Elle est la pourvoyeuse d'une meilleure intelligence. Nous pouvons nous efforcer à observer un bambin, un enfant, regarder ces êtres de quelques jours, de quelques mois qui ont mis le pied sur terre. Ils s'adonnent avec joie et béatitude à l'exploration de leur nouvel univers terrestre. Ils découvrent par curiosité afin de saisir le repère du réel, du moins de créer leur réalité, leur temporalité. Il n'est pas anodin que ce sont à ces âges précoces où l'enfant développe rapidement ses capacités cognitives. Pourquoi? Car il est neuf de toute information imposée par la société et s'accorde, et les normes aussi, et s'accorde à apprécier ce qui l'entoure et s'en fait sa propre idée. La curiosité s'acère, se peaufine, se travaille, mais avec un travail ludique,
Se forcer entraînerait un apprentissage erroné et non objectif. Ce qui vient doit être pris de manière brute afin de façonner son point de vue sur le réel avec ses propres outils sensoriels, intuitifs, empiriques et intellectuels. Pour finir sur ce point, on peut affirmer que la curiosité, et là je ne parle pas de voyeurisme, est peut-être l'une des plus grandes richesses pour parfaire son savoir, développer son esprit critique et se faire une idée sur les mystères de notre propre moi et par extension sur la nature humaine. Et je finirai par une de mes citations. Finalement, il y a trop de vérité dans ce monde, les illusions sont nombreuses et si aisément trompeuses que l'on en oublie la netteté de la vie sous une nébuleuse. Et c'est dans cette assertion que l'on peut conjecturer, donc faire des hypothèses quant au rôle primordial de la curiosité ou curiositas, qu'on a vu dans la matrice d'entendement sur d'autres vidéos. Voilà, je vous remercie. Pour la prochaine fois, je vais parler de, donc toujours dans l'intelligence, je vais parler de sensibilité intelligente, l'intelligence aux multifacettes, l'intelligence donc singulière, idiosyncrasique, voilà, et si j'ai le temps, intelligence et ontologie, et il y a beaucoup de choses à voir, voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté sur la chaîne philosophique, c'était Nicolas Gugliotta. A très bientôt, au revoir.